Eh bien, bonjour à tous et ravi de vous accueillir pour ce dernier débat avant l'intervention de notre ministre. Alors sur cette table ronde, on va parler de patients réparés, d'hommes augmentés et pousser un petit peu plus loin le curseur de la médecine du futur. Et pour ce faire, on va croiser différents points de vue, différents regards. Des regards scientifiques tout d'abord, avec Pierre-Marie Liédot qui nous apportera son expertise en neurobiologie et neurosciences. Claire Rogel-Gaillard qui nous apportera sa perspective du point de vue de la génomique et de la génétique avec sa spécialité sur la génomique animale. Également la prothétique avec Nicolas Huchet qui nous parlera aussi de son expérience de patient, réparé ou augmenté. Et puis enfin la perspective philosophique, éthique avec Jean-Michel Beignet sur cette table. Alors la question qui se pose pour commencer, c'est et si la prochaine étape de la médecine était d'éradiquer la mort. Et cette question, on l'a tous en tête, elle a été posée depuis 2013 par Alphabet, la maison mère de Google, qui s'est donnée comme mission donc, d'éradiquer la mort. Et puis on a tous en tête d'autres annonces issues de la Silicon Valley, comme Neuralink avec Elon Musk, toujours dans cette perspective et cette idée que les sciences associées aux technologies réinventeraient la médecine, mais aussi potentiellement abattraient les limites de ce qu'est l'humain. Voilà. Donc pour en débattre, et de fait, on peut regarder dans l'actualité scientifique que finalement la science progresse très vite, la connaissance progresse très vite, et on pense aux cellules souches, aux travaux sur les cellules souches, aux travaux sur la génétique dont nous parlera Claire. On pense aussi au progrès de l'intelligence artificielle. On pense au progrès des nanotechnologies, voire des implants, quand on parle notamment dans les neurosciences ou les neurotechnologies. Donc tout ça mis bout à bout pourrait nous faire penser que finalement ça donne raison à tous ces acteurs de la Silicon Valley qui nous parlent de l'homme augmenté ou du transhumanisme. Donc pour faire réagir nos intervenants, j'ai une première question pour eux. Finalement, qu'est-ce que c'est que cet homme augmenté dont on parle ? Et puis, selon vous, selon vos perspectives scientifiques ou éthiques, est-ce que c'est le sens de l'histoire ? Est-ce qu'on y va de toute façon ? Est-ce que c'est un espoir pour vous ? Est-ce que c'est porteur de progrès ? Et puis, possiblement, est-ce que c'est un peu un cauchemar, disons-le tout net ? Donc pour faire réagir, je vais commencer par Pierre-Marie Liédot. Bien, merci. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. La question était de savoir si on allait de l'homme réparé à l'homme augmenté. Pour moi, je dirais plutôt que chronologiquement, nous avons été augmentés avant d'être réparés. Simplement, beaucoup déjà avant moi ont réfléchi sur cette notion de l'homo faber, que ce soit Max Scheler ou Hannah Arendt, pour ne citer que quelques-uns, qui nous ont déjà montré combien l'humain n'avait eu de cesse depuis plus de 500 000 années de vouloir déléguer finalement des services humains au travers d'outils, que ce soit le levier, que ce soit le feu. Disons qu'on a toute une première démarche d'externalisation, on appelle ça l'exosomatisation. Alors, donc sur le plan cinématique, il n'y avait aucun problème. Donc on a externalisé le squelette par le levier, on a externalisé ensuite au travers des muscles la machine, et la machine n'est qu'un muscle puisqu'il y a du travail et il y a de la chaleur. La troisième forme d'externalisation pose problème, et je pense que c'est la raison pour laquelle on se réunit aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'externaliser la pensée, la fonction cognitive en dehors du corps humain. N'oublions jamais que l'humain a été sélectionné dans ce darwinisme pour une certaine appétence, une certaine compétence à lire les intentions d'autrui. C'est ce qu'on appelle le cerveau social, pour faire court, et donc à recevoir les émotions d'autrui. Et donc, en ayant créé ces outils, il y a aussi un artefact, puisque derrière cet outil, par anthropomorphisation, on y voit des intentions. On y voit, on a dit au départ l'intelligence artificielle, mais maintenant, actuellement, tout le monde travaille sur l'émotion artificielle. Quand vous êtes sur un assistant personnel, vous lui parlez, selon qu'il ait détecté déjà l'intonation de votre voix, il sait comment vous êtes, et donc il vous dira peut-être des messages positifs et pas les négatifs. Mais
le danger, et c'est là où il faut qu'on discute, c'est qu'il y a une boucle, en fait, puisque finalement, nous allons voir à travers cette machine un humain, parce qu'on lui prête des intentions, on lit ses émotions, et on est dans une boucle qui fait qu'on est déjà rentré dans une fusion entre l'humain et la machine. La fusion est déjà en marche. Et donc, la question qu'on peut se poser, puisque toutes ces fonctions d'externalisation ont voulu, en général, apporter de la liberté, on voit aujourd'hui plutôt un asservissement, une fonction de dégradation de la liberté de l'humain, puisque finalement, on est pris dans une illusion, c'est presque l'effet Narcisse, et que l'humanité sort de ce projet de la nature, Jacques Monod appelait ça la télonomie, pour rentrer dans un projet dont on n'a pas discuté, dont on ne connaît pas les tenants, les aboutissants, et dont on peut voir certains projets mercantiles, mais certainement pas un humain dans la nature. D'accord. Donc on a finalement une continuité, mais le fait de pousser le curseur un peu plus loin et potentiellement de mixer l'homme et la machine pose question. On est sur une innovation de rupture, c'est ça. On est sur une innovation de rupture. Claire, de votre point de vue et du point de vue de votre expertise, qu'est-ce que vous pensez de cette question de l'homme augmenté ? Alors, tout d'abord, merci de cette invitation. Donc, je viens du milieu de l'agriculture, de l'agronomie. Donc, au final, toute proportion gardée, on a une patientèle qui va s'élargir aux plantes, aux animaux, à l'environnement. Et puis, évidemment, les liens avec les humains, ce qui fait qu'on travaille un peu dans ce concept « un monde, une santé ». Moi, je tiendrais au fait à rebondir sur ce qui a été dit précédemment par Pierre-Marie, c'est le fait que la biologie, déjà, nous a apporté des augmentations. Et je voudrais citer 3 exemples, en fait, à des échelles un petit peu différentes. À l'échelle individuelle, nous sommes déjà augmentés par notre microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des communautés microbiennes avec lesquelles nous vivons. C'est-à-dire que si on se regardait avec un autre microscope, on se verrait couvert de micro-organismes, et ça changerait la manière dont on se perçoit. Et au fond, ces communautés microbiennes qui ont coévolué avec nous au cours du temps, elles nous apportent des fonctions sans lesquelles on ne peut pas vivre. Elles nous permettent de digérer, elles nous permettent de faire maturer un système immunitaire après la naissance, et puis il y a même des liens avec le cerveau et avec l'humeur. Donc ça, c'est vraiment une augmentation majeure qui s'est construite au cours du temps. Un deuxième exemple, c'est si on sort de l'échelle individuelle et qu'on va à l'échelle du collectif, on peut considérer qu'une vaccination collective, par exemple, va nous protéger collectivement. Et on parle d'immunité collective, et au fond, on arrive à s'augmenter à l'échelle d'un groupe. Ensuite, comment on arrive à transmettre cette augmentation à nos descendants ? Je pourrais donner, par exemple, l'exemple des transitions alimentaires qui, au fond, nous ont permis d'acquérir des nouvelles fonctions au cours du temps, et puis, au fond, qui se transmettent aussi biologiquement au cours du temps. Je dirais que la question sur l'augmentation, ça va être un petit peu ses objectifs, et comment s'augmenter dans un monde fini, et quelles sont les ressources dont nous aurons besoin pour assurer une augmentation à la fois assumée, choisie et intéressante pour l'humanité. Très bien. Nicolas, ton point de vue de patient sur tout ce débat. Mon point de vue. Alors moi, j'aimerais poser déjà une base pour qu'on se mette tous d'accord. Je vais citer une phrase d'un philosophe, parce que c'est toujours plus classe de commencer comme ça. Donc Nietzsche disait, Ainsi parlait. Ah oui, pas des moindres en plus. Hein. Oui. C'est quand même mieux de commencer comme ça, me concernant. Donc il dit cette phrase qui est super... Enfin, j'ai entendu cette phrase qui est très intéressante. Il dit « L'homme est le fil tendu entre le singe et le surhomme ». Et je me demande si cette phrase ne permettrait pas de tous nous mettre d'accord sur le fait que oui, l'être humain est en perpétuelle recherche d'amélioration, de perfection, et que donc il est logique qu'aujourd'hui, dans notre monde, et depuis très longtemps, l'être humain cherche à s'améliorer, avoir la vie éternelle, etc. etc. En fait, donc c'est le sens de l'histoire. Déjà, c'est se mettre d'accord que c'est logique. Et donc, la question, c'est qui est ce surhomme, qu'on appellera aujourd'hui un surhumain, d'accord ? Pour déjà éviter, pour mettre un petit peu d'équilibre dans la balance. Et on peut se rendre compte que suivant les époques, et suivant les milieux, et suivant l'histoire, la vision du surhumain, de l'homme parfait, est différente. Si je prends l'Allemagne nazie, le surhumain était l'arien. Si je prends les États-Unis des années 80, le surhumain, c'est Superman. Et si je prends aujourd'hui, à notre époque, le surhumain, ce serait le transhumain, l'homme bionique, etc., etc. Donc j'aimerais qu'on se mette d'accord qu'en fait, cette vision d'humain augmenté ou d'humain parfait, en fait, elle est propre à chacun
et qu'on n'a pas une réponse sur qu'est-ce que c'est que À chaque société, quoi. À chaque société et à chaque individu aussi de se dire c'est quoi, voilà. Concernant l'homme bionique, moi je peux vous en parler puisqu'il y a de ça 3 ans sur France 2 a été diffusé un documentaire qui s'appelait L'homme bionique, dont j'étais le personnage principal, parce que moi du coup je porte une prothèse high-tech. Et je suis à la fois un homme bionique et l'homme qui vaut les 3 milliards, puisque cette prothèse elle coûte un bras. Voilà. Et c'est du Deutsche Qualität, c'est une prothèse allemande qui, vous pouvez le voir, en fait, on pourrait se dire qu'en fait, moi, un camion peut rouler, me rouler dessus, je peux mettre ma main dans le feu, est-ce que je suis un humain augmenté? D'accord? Donc on peut se dire, te sens-tu un humain augmenté? Et surtout, me considérez-vous comme un humain augmenté? Parce que moi, j'ai ma propre réponse. Alors, je vais vous montrer quelque chose, je vais enlever ma veste. Et là, qu'est-ce que je m'aperçois? Que l'humain augmenté, il ne peut plus enlever sa veste parce que ça passe pas, la prothèse ne passe pas à travers. Donc j'aimerais qu'on prenne conscience, en fait, ce serait important, moi de mon point de vue utilisateur, c'est très important pour moi de partager cette expérience, qu'on idéalise et on a ce rêve qui est normal de l'humain augmenté, et demander d'ailleurs aux personnes qui portent des prothèses auditives si elles entendent mieux. Voilà. Non. On a une machine qui est fantastique, qui est notre corps. Il faut savoir qu'une main, c'est aussi une caméra, puisqu'en mettant la main dans notre poche, on voit ce qu'il y a, on le sent, alors qu'avec une prothèse, on ne peut pas. Et la technologie, pour le développer, sera très compliquée. Donc, prendre conscience déjà qu'on a déjà, en fait, on est déjà un humain super. Et que du coup, moi, ça fait 20 ans que je suis amputé, ça fait 20 ans que j'ai une prothèse, et ça fait 10 ans maintenant que je cherche à me fabriquer une prothèse avec une imprimante 3D, depuis le jour où j'ai découvert les Fab Labs. Les Fab Labs, aujourd'hui, moi, j'en ai ouvert un avec une association qu'on a créée. Et donc, le Fab Lab qu'on a, c'est un Human Lab. Et c'est le premier Human Lab de France. C'est un Fab Lab, un laboratoire de fabrication numérique dédié à la fabrication d'objets pour des personnes en situation de handicap avec ces personnes. Et on se rend compte que dans notre laboratoire, on n'est pas du tout dans cette question d'augmentation, on serait plutôt sur l'humain réhabilité. L'humain qui veut aller sur Internet, qui veut pouvoir manger tout seul, qui veut avoir une vie autonome, qui veut s'épanouir. Et donc, ma question, et mon point de vue sur ce que c'est un humain augmenté, ce ne serait pas de l'ordre de la génétique ou de la robotique, mais plutôt de ses capacités intellectuelles à réaliser qu'il est capable de se remettre en question et que finalement, pour moi, un humain augmenté, c'est un humain qui se sent en capacité d'agir. Très bien. Jean-Michel, vous avez un point de vue assez tranché sur finalement cette question de l'homme augmenté, ce que c'est et les risques associés à cette idéologie, disons-le, quoi. Oui, moi d'abord je n'oublie pas que l'expression humain augmenté était censée traduire l'américain enhancement. Enhancement, un terme très pratiqué chez les transhumanistes, qui pouvait être traduit par améliorer ou augmenter. Or, on a choisi augmenter, donc on a joué la carte du quantitatif plutôt que du qualitatif. Ça me paraît important à souligner. Ce n'est pas de l'humain amélioré que nous parlons, c'est de l'humain augmenté. Alors, j'ai bu du petit lait en écoutant Nicolas, parce que je vais tout à fait, effectivement, dans son sens. Mais disons qu'au sein de ce CHAM, de cette année, moi j'étais surtout attentif au fait que c'est du patient qu'on devait parler, d'un patient. Et ma question générale, elle est la suivante. Comment faire en sorte que la médecine connectée ne soit pas une médecine diminuée? J'observe depuis un certain nombre d'années la publication d'ouvrages de médecins qui argumentent, ou plutôt objectent, le développement d'une médecine sans. Guy Valencian, le premier, en 2015, écrit « La médecine sans médecin », où il cible l'apparition des objets connectés et des robots, comme éventuellement se substituant aux médecins en chair et en os.
Didier Sicard a publié La médecine sans le corps, hein, où là aussi, il identifie dans le développement de la médecine la disparition, par exemple, de la palpation, du toucher, de l'olfaction. Hein, et les discours sur la télémédecine et la consultation à distance, qu'on a vu tout à l'heure, métaverse, hein, vont évidemment confirmer cette médecine sans le corps. Et moi, ce que j'argumenterai aujourd'hui, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, c'est la médecine sans parole. Nous développons une médecine sans parole, une médecine qui recourt au signal et non pas au signe. Un signal s'accompagne toujours d'injonctions. Un signal, c'est un message que l'on émet et qui appelle une réaction comportementale. Un signe, c'est un message aussi, mais qui appelle un autre signe. Nous dialoguons. Je communique des signes et vous communiquez des signes et nous dialoguons. Nous avons une perspective humaine et non pas machinique ou technocratique. Donc c'est tout ça qu'on n'a pas dans l'homme augmenté ? C'est tout cela que l'humain augmenté nous invite à réaliser. L'humain augmenté, il a un spectre assez étendu. Au début, quand je parlais d'humain augmenté dans des domaines publics, on me disait moi j'ai des lunettes donc je suis augmenté. Mais non, c'est de la blague. Faut pas. Je suis un humain au mieux réhabilité, restauré, comme le disait tout à fait bien Nicolas. L'humain augmenté, moi je le faisais intervenir peut-être avec le pacemaker, hein, parce qu'avec un pacemaker, on a un dispositif cybernétique autonome hein, qui vient coloniser pour le meilleur un corps. Hein. Mais l'homme qui porte des lentilles de contact avec zoom est peut-être aussi augmenté, c'est-à-dire une performance cognitive vient s'adjoindre à lui. Mais quand les transhumanistes parlent d'humain augmenté, hein, ils parlent avant tout d'humains, par exemple, qui auraient des implants intracérébraux qui leur permettraient d'interagir à distance avec des machines. Bon, là, on a bel et bien une augmentation, puisqu'on n'est pas dans le format ou dans le standard de ce qu'est un humain. Et puis l'humain augmenté, c'est celui qui va peut-être résulter de CRISPR-Cas9, hein, cette possibilité d'éditer le génome. Bon, quand on sera capable de prélever le gène présumé responsable de l'écolocation de la chauve-souris ou des ondes de la sensibilité aux ondes électriques du requin, et puis le mettre dans des fœtus et faire naître on aura là des individus qui mériteront d'être nommés augmentés. Voilà, donc effectivement, dans le débat public, on a peut-être parfois un décalage entre, quand on va parler de l'homme augmenté, qui finalement a des acceptations assez intéressantes parfois, hein, comme mentionné Claire, et puis la vision un petit peu plus extrême, qui est portée par certains acteurs, pour le coup, ce qu'on appelle le transhumanisme. Moi, je voudrais juste m'attarder un tout petit peu sur le rêve, quand même, parce qu'on vit une époque formidable, on a beaucoup de progrès scientifiques, technologiques, on en a mentionné déjà quelques-uns. Et moi, je me pose la question de finalement, la science aujourd'hui sur la paillasse, hein, comme dit Pierre-Marie, qu'est-ce qu'elle permet de faire qui, au moins du point de vue de la connaissance, va apporter une révolution de la médecine. Moi, je veux bien vous entendre là-dessus, Claire. Alors, on est dans une période où je pense que nos connaissances sur l'ADN, le génome, ces connaissances n'ont jamais été aussi importantes et au fond nous apportent un potentiel énorme. A été évoqué juste précédemment l'édition des génomes. Et donc en fait, après avoir fait le séquençage du génome de plein d'espèces différentes, on est en train maintenant d'en comprendre les fonctionnalités. Donc on identifie progressivement les gènes qui sont responsables d'un certain nombre de fonctions. Alors il y a des fonctions très très complexes qui sont gouvernées par tellement de gènes que ce n'est pas en modifiant un gène qu'on arrivera à modifier ces fonctions. Mais en même temps, progressivement, on met le doigt sur des gènes qui sont responsables de maladies, c'est ce qu'on va appeler des pathologies monogénétiques. Et dans ce cas-là, on peut avoir l'ambition de modifier spécifiquement un certain nombre de gènes pour pouvoir, en rêvant, éradiquer des pathologies majeures, réparer des organes qui, au fond, sont défectueux par le dysfonctionnement d'un gène. Et donc, en fait, nos connaissances en génétique,
si on parle du rêve, peuvent nous permettre comme ça d'éradiquer un certain nombre de choses, un certain nombre de problèmes. Et on pourrait se retrouver en situation où, alors toujours venant un peu du milieu de l'agriculture, au fond, alors il y a plein de problèmes éthiques, plein de problèmes légaux, d'acceptabilité, de choix, de faisabilité. Mais au fond, si on replace ça dans le débat sur des OGM où, au fond, modifier génétiquement une plante, c'est quelque chose qui est considéré dans certains pays comme étant irrecevable et éthiquement pas acceptable et puis écologiquement problématique, ce qui est tout à fait intéressant à mettre dans le débat. Et en fait, on pourrait se retrouver une situation où, pour soigner un patient, en fait, cette question-là, elle est un petit peu placée sur un plan différent, qui fait qu'on pourrait prendre des décisions qui seraient, au fond, très différenciées entre les décisions qu'on pourrait prendre sur l'édition d'un génome pour réparer, augmenter un homme, et puis au fond ce qu'on déciderait pour la nature, qui au fond doit avoir une vie peut-être moins guidée que celle qu'on pourrait choisir pour un homme. Je pense que ce débat-là, il sera et on voit bien que c'est un débat qui sera différent aussi d'un pays à l'autre, donc il y aura la dimension internationale qui se rajoutera là-dedans. Toi, Nicolas, tout à l'heure, tu nous as parlé un peu du rêve. Est-ce que ça te fait rêver un peu l'homme bionique en fait, Internet m'a beaucoup fait rêver des prothèses. Et donc, Internet crée l'image crée de la frustration, puisqu'on veut accéder à quelque chose, ou par exemple la pauvreté crée de la frustration. On voudra avoir un vêtement, on ne pourra pas l'avoir, donc la frustration crée de l'envie. Et donc, moi, j'ai toujours rêvé, pour dire franchement, des mains bioniques. Et le projet dans lequel je suis aujourd'hui, où je me considère aujourd'hui comme un patient expert, me permet du coup d'accéder aux Johns Hopkins, aux dernières prothèses, aux prototypes, aux instituts technologiques, etc. etc. Et donc, du coup, le constat est toujours le même. On fait des trucs super, mais la question, c'est pourquoi essayer de faire bouger 5 doigts quand, avec seulement 2 fonctions, j'arrive à tout faire. À quoi ça sert de faire une prothèse qui restitue tous les mouvements si elle pèse 25 kg? Comment on fait pour la porter sur un membre amputé? Comment on fait pour porter une prothèse qui est trop lourde, en fait? Donc, et ça, la technologie, aujourd'hui, il y a des technologies qui évoluent, qui t'aident à aller dans cette direction? Le problème, c'est que, voilà, encore, on est dans le rêve. Donc le rêve fait qu'aujourd'hui, une entreprise qui va faire des prothèses d'avant-bras, du membre supérieur, on met beaucoup l'accent sur la techno. Donc c'est vrai qu'il y a 20 ans, moi quand j'ai eu mon accident, je veux dire, il y avait un modèle, elle était moche. Le médecin, le chirurgien m'avait quand même dit au moment de l'amputation, c'est un accident de travail que j'ai eu, il m'a dit, bon, vous allez avoir une autre main, une nouvelle main. Donc moi j'étais sous morphine, j'étais quand même rassuré de savoir que j'allais avoir une nouvelle main. Quand j'ai vu la tronche du truc sur une cassette vidéo, voir quelqu'un qui arrivait à peine à ouvrir sa porte de voiture, donc voilà. Ça, c'était avant, et du coup, il y a eu l'innovation technologique qui fait qu'aujourd'hui, on voit prothèses Bluetooth qui s'adaptent, connectées au téléphone et tout. Ça n'augmente pas l'acceptation des patients. En France, 7 patients sur 10 reçoivent une prothèse par la sécurité sociale, c'est amputé, 7 fois sur 10, la prothèse finit au placard. Donc, la prothèse, c'est environ 15 000 €, voilà. Plus tout le temps de rééducation et le temps de l'orthoprothésiste. On tourne à peu près à 50 000 €, j'imagine, pour une personne. Donc vous multipliez ça par 7, ça vous donne déjà... Donc le rêve, c'est bien, mais je pense qu'hier, on parlait d'efficience. Et justement, c'est ça qui m'intéresse. Comment être efficient? Donc avoir des patients experts, reconnus, des patients impliqués, des patients qui ont envie. Comment faire pour qu'ils aient envie? Le fait qu'ils aient accès à la technologie, comme moi, par exemple, j'ai accès à une imprimante 3D. Et le fait que je peux apprendre à me fabriquer une prothèse et avoir l'impression de me réparer, ça me donne cette sensation d'avoir une capacité d'agir. Ça me donne de la motivation. Et avec cette motivation, en fait, j'accélère ma guérison. Et ça, c'est pour moi, c'est des choses importantes qui vont permettre justement demain de régler certains problèmes de soins. Quand j'écoute ce qui se disait hier et que y a des patients en fait qui sont toxicos et tous les mois ils vont chercher leur prescription et en fait le médecin il pourra rien faire d'autre que distribuer les médicaments. Donc l'objectif, c'est pas de donner des médicaments, c'est de comment faire pour que le patient ait envie de guérir. Et si on trouve cette clé, là on va être dans l'efficience parce qu'en fait ça va être du gagnant-gagnant entre une équipe médicale qui veut soigner et un patient qui veut évoluer. Et donc là, qui parle d'évolution, parle du augmenté. Non, c'est intéressant. Donc du coup, c'est pas que un sujet de connaissances scientifiques, c'est aussi de mettre la technologie, le progrès finalement au service de l'accès au plus grand nombre. Au-delà. Oui. Bien sûr, oui. Je veux juste préciser que moi aujourd'hui, je travaille sur une prothèse accessible et acceptable. J'ai parlé du problème d'acceptabilité, mais
mais le problème d'accessibilité dans le monde, c'est qu'il y a 80 millions d'amputés qui n'ont pas accès aux prothèses. Cette prothèse, elle est développée par la voie collaborative et éducative, c'est-à-dire qu'on travaille avec des entreprises, des écoles, pour que des jeunes donnent du sens à leur métier, pour que des entreprises nous donnent des composants, des matériaux, de l'aluminium qui nous permettent de fabriquer un prototype. Et en fait, on n'est pas du tout dans une démarche mercantile parce que ça ne marche pas, parce que c'est un secteur niche, c'était pour la petite blague. On est dans un secteur niche des prothèses, donc un modèle d'entreprise traditionnel n'est pas compatible. Et du coup, je pense que c'est ça la capacité intellectuelle des humains, c'est de se dire on va réfléchir autrement. Et on parle beaucoup des brevets. Aujourd'hui, open source, toi tu travailles beaucoup. Voilà, on est beaucoup dans les biens communs. Voilà. Et un élément pour demain travailler ensemble avec des patients, c'est justement cette notion de bien commun. Parce que s'il faut libérer les datas, comme j'entendais hier, il faudrait libérer les brevets pour que les personnes qui travaillent aujourd'hui au Bangladesh soient vaccinées du Covid, puissent retourner travailler pour que nos magasins de sport puissent avoir leur veste. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est en rupture partout, parce que ça n'arrive pas. Parce que quand il y a un cas de Covid là-bas, c'est tout le monde qui en arrête. Donc, cette notion de bien commun est importante, et c'est important de se poser des questions, de discuter ensemble sur la valeur du brevet. Aujourd'hui, le brevet, c'est une valeur, ça a une valeur, et il est important de se remettre en question sur pourquoi ça a autant de valeur. Est-ce qu'on pourrait mettre la valeur ailleurs? Voilà. Pierre-Marie, tu peux nous parler un petit peu des neurosciences, de rêve, quand on parle de cerveau alors, Oui, en fait, déjà, moi j'adore qu'on parle de rêve parce que ça me rappelle que la science, elle est là pour satisfaire cette notion de progrès. Le progrès, ça veut dire définir un futur souhaitable et partageable. C'est-à-dire, derrière progrès, il y a la notion d'universalité et d'équité. Et donc, le problème est que dès lors que l'on est dans le progrès scientifique, il n'y a pas de limite. Jean-Michel nous parle déjà de l'homme augmenté dès l'apparition du pacemaker. Ouais. C'est vrai que de cette connaissance théorique scientifique devient ensuite une notion qui va être souhaitable. Tiens, pourquoi lui et pas moi? Et de cette notion qui va être souhaitable devient très vite acceptable, sans qu'il y ait eu un débat, pas forcément d'éthique, mais un débat global sur justement qu'est-ce que l'on veut mettre au service de l'humanité au travers du progrès. Donc c'est l'embrayage entre progrès scientifique, progrès technologique et son application en médecine qui pour moi pose problème. Quand on entend les chiffres de bras et d'autres prothèses, évidemment que ce n'est pas applicable à tout le monde. Alors on va parler de ça justement sur l'application, parce que quand on bascule dans le champ de l'application, on n'est plus seulement dans la connaissance théorique, se pose la question de l'éthique, de la limite en fait, qui existe intrinsèquement ou qu'on se donne pour appliquer telle ou telle technologie à la santé. Jean-Michel, quel est votre prisme? L'éthique, d'une façon générale, c'est la recherche, effectivement, de la bonne position du curseur entre ce qui est de l'ordre du remède et ce qui est de l'ordre du poison. Toute technologie est un pharmacone, comme on dit, parce qu'elle est à la fois... L'un est un peu dans l'autre, quand même, potentiellement. Souvent, c'est en continuité. L'application... Je prends un exemple. À Grenoble, Louis Halim Benabid fabrique est spécialiste de la stimulation neuronale profonde pour les Parkinson. Donc, il travaille beaucoup sur l'interface cerveau-machine de manière extrêmement efficace. C'est évidemment une chance extraordinaire pour la maladie de Parkinson. Maintenant, si la même technologie est utilisée dans le domaine militaire, pour influer sur les humeurs, les émotions, etc., des soldats, c'est autre chose. Alors c'est quoi la limite? C'est l'intention qu'on se donne dans l'application d'une technologie? La limite, c'est effectivement, c'est la détermination du souhaitable. Et souvent, ça relève, malgré tout, du sens commun. Du politique. Du sens commun aussi, et le sens public, sens commun, mais à l'échelle individuelle aussi bien que collective. Je reviens au patient, puisqu'on parle quand même du patient. On oublie que le patient, c'est d'abord quelqu'un qui souffre. C'est ça que signifie patient.
hein, celui qui souffre. Et qu'est-ce qu'on fait avec un homme ou une femme qui souffre? C'est là la question qu'on doit se poser en termes de médecine. Et j'embraye sur ce que dit Nicolas en disant, au fond, un patient souffre de solitude. Il souffre d'être bouleversé dans sa vie quotidienne, dans ses relations avec les autres. Il souffre d'endurer une diminution de ses possibles, de ses possibilités, de sorte que soigner, et non pas simplement réparer, parce que l'obsession de la réparation, hein, c'est une obsession de mécanicien. Hein. Le médecin, c'est quelqu'un qui soigne, je voudrais quand même le rappeler. Le soigner, c'est pas simplement répondre aux dysfonctionnements physiologiques du corps, hein, c'est également prendre en charge hein, ce bouleversement qu'occasionne sur le terrain mental et psychique la maladie en question. Hein, hier, on a entendu, j'ai été très très sensible à ce propos, parler de l'endométriose, hein, et la personne qui en a parlé très, très éloquemment a dit, finalement, les malades, ce qu'elles veulent avant tout, c'est de l'empathie. De l'empathie. Hein, c'est quand même assez extraordinaire de le dire comme cela. Hein. Voilà, je crois que la limite, la question de la limite, hein, c'est la question de savoir comment s'ajuster à cette personne malade, souffrante, qui profère une parole de souffrance. Comment faire, hein, et je crois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce qui m'effrayait un petit peu, c'est l'avènement d'une médecine sans parole. J'ai dit, il faut travailler sur la sauvegarde de la parole dans un monde qui privilégie le numérique à tout crin, et qui va se laisser imposer tôt ou tard dans les téléconsultations des agents conversationnels. Parce qu'il n'y a pas de raison que les agents conversationnels ne prennent pas la parole, entre guillemets, hein, dans une relation à distance. Alors là, on est vraiment dans la limite, finalement, de ne pas se cantonner qu'à la technologie, hein, tout ce qu'il y a dans le soin qui n'est pas que, finalement, l'apport d'un traitement ou l'apport d'une réparation, si on veut aller toujours dans ce terme mécaniste. Moi, la question que ça me pose aussi, c'est la limite plus globale, même d'un point de vue scientifique. Quelle limite éthique on va se donner à l'utilisation d'une technologie ou d'une autre, comme les implants cérébraux, comme la manipulation génétique chez l'humain, voilà. Il y a un vieil adage qu'on formule de la manière suivante: tout ce qui est techniquement réalisable sera réalisé, quoi qu'il en coûte éthiquement. C'est une phrase qui avait été prononcée par un physicien, Gabor, après la Seconde Guerre mondiale. Je crois que cet axiome, on doit effectivement l'examiner. Hein. Et il ne faut pas se retrouver dans la situation qui est quand même globalement la nôtre aujourd'hui, c'est de réaliser effectivement tout ce qui est réalisable, hein, d'innover à tout crin, et d'être contraint à essayer de justifier mercantilement les innovations qu'on met sur le marché. C'est une aberration, et cette aberration, c'est une espèce de concession à l'ivresse technologique et à l'auto-emballement de la technologie qui est le nôtre aujourd'hui. Donc il faut se mettre des limites collectives. Je crois que Pierre-Marie, c'était quelque chose sur lequel tu voulais réagir aussi. Absolument. Disons qu'on ne va pas stopper l'innovation, mais la réintroduire dans un programme politique, dans un programme de société, et voir comment cette innovation, qui pourrait s'inscrire dans un projet de l'humain, humain qui n'est pas évidemment sorti de son écosystème, dont on a dit que tous les atouts importants pour qu'il ait retrouvé sa capacité d'agir, c'est évident,
mais ne perdons pas de vue, donc on parle de l'humanité, et plutôt que de cette innovation qui cherche à répondre dans le temps immédiat. Donc c'est ça que je veux dire dans un projet, c'est-à-dire configurer un avenir, et on pourrait même espérer voir dans la Constitution de dire qu'il y a un projet. On ne doit pas réfléchir à l'instant, mais on doit réfléchir aux générations à venir. Donc c'est l'idée de définir avec un savoir qui ne soit pas uniquement des scientifiques, mais qui soit le religieux, qui ce soit le médecin, qui soit le philosophe. On a besoin pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, et c'est pour ça que on l'a vu avec la Covid, par exemple, combien la science citoyenne, combien la science ouverte peut répondre à ces impératifs. Parce que, comme le disaient déjà Gunther Anders et Hans Jonas, il faut refonder une nouvelle éthique. Et on est dépassé par la technologie. Et si on ne fait pas ça, on a d'un autre côté les catastrophiques, la collapsologie qui vient nous faire peur en nous menaçant par des émotions, et on est loin d'une méthode scientifique. Mais alors justement, là, cette idée de croyance qui pourrait prendre le dessus et un peu fausser le débat, comment on va dans le champ de l'éducation, en fait? Comment on s'assure que tout le monde comprend les termes de ce dont on parle? C'est exactement, à mon avis, c'est là où il faut aller, c'est-à-dire partager ce savoir qui, pour l'instant, est trop limité sur les paillasses, et de ne pas se configurer ce que pourra être l'usage de cette découverte. Donc, on appelle ça l'éthique by design. Donc, moi, j'appelle à un rapprochement de la philosophie et des sciences au service de l'éducation, pour qu'ensemble, on puisse configurer un futur souhaitable et partageable. Mais ça veut dire que tout le monde, là, dans la salle, par exemple, est un peu concerné de prendre son bâton de pèlerin, d'expliquer, de se renseigner? Absolument, et je trouve que c'est peut-être l'ADN de cette rencontre, hein, de commencer à vouloir diffuser par cette approche interdisciplinaire au service, finalement, d'une vision très humaniste et pas transhumaniste. D'accord, très humain plutôt que transhumain. Nicolas, tu voulais réagir? Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est on se rend compte dans notre labo, dans notre Human Lab, les personnes qui viennent sont des personnes normalement isolées. Alors, on est quand même sur des personnes en situation de handicap qui sont écartées de l'emploi. On est sur des personnes aussi d'apparence normale, hein, qui vont être bipolaires, qui ne se voient pas travailler 35 heures par semaine parce qu'elles vont péter un câble. Et donc, on parle d'humain augmenté. Et moi, j'ai envie de dire qu'on parle d'humain augmenté quand on voit ces personnes chez nous. Quand on voit un autiste qui apprend à faire de l'impression 3D, ou un myopathe qui joue aux jeux vidéo avec ses muscles, ou un amputé qui se fabrique sa prothèse. Dans notre normalité de notre société, c'est pas concevable. Les handicapés, en fait, ils sont écartés, en fait. C'est comme ça, un constat, je veux pas. Dans notre société actuelle, nous, on vous prouve qu'en fait, c'est des humains augmentés par rapport à la société, comment elle les montre. Alors qu'en fait, nous, on veut tout simplement démontrer qu'une personne handicapée, voilà, qui est censée être fragile ou vulnérable, comme c'est parfois le terme utilisé, elle peut être comme tout le monde. Donc ce qu'on va considérer peut-être comme incroyable, et là on va parler de validisme, hein, alors qu'en fait elle est tout simplement capable, et donc j'en reviens du coup toujours à la même chose. Pour moi, l'humain augmenté, c'est celui qui sait se remettre en question, c'est celui qui évolue intellectuellement, et je vais vous citer 3 exemples. La première... Rapide. Très rapide. La première, on se disait, finalement, l'intelligence, est-ce qu'on ne la mesure pas à la capacité de se taire dans des moments où, finalement, on va partager quelque chose sur Twitter et on aurait mieux fait de ne pas le faire. On économisera des millions et des millions de tweets qui n'ont rien à dire et des infox, c'est tout ce qu'on veut. Donc la capacité à se taire, de contrôler ses émotions, le respect de l'autre. Et puis ensuite, se sentir capable. Et donc, j'en viens sur ma dernière phrase, on est dans une société du mérite. Quand on veut, on peut. Et donc, je suis complètement en désaccord avec cette phrase, mais plutôt avec quand on peut, on veut, parce que quand on se sent capable, là, on a envie de faire quelque chose, et non pas l'inverse. On ne peut pas faire quelque chose parce qu'on le veut. On fait quelque chose parce qu'on se sent capable de le faire. Donc, voilà. C'est intéressant, parce qu'il y a des choses qui se croisent entre le point de vue du patient, des patients, et puis le point de vue éthique et philosophique. La réouverture des possibles qui est la condition même de la guérison. Hein. Guérir, c'est
se retrouver dans un champ où le possible est réouvert. Hein, et les possibilités, elles sont multiples, elles sont de l'ordre de l'opportunité et autres. Alors que la réponse technologique, elle est souvent fermeture de possible, formatage, hein, dans un seul biais. Hein. Alors, pour rouvrir peut-être justement sur cette question de la réponse technologique, Claire pourrait peut-être nous partager ce qu'elle vit au quotidien, alors dans un champ de la génétique et génomique animale, hein, qui est forcément différent du champ de l'homme, mais qui, dans son approche, a peut-être des choses qui peuvent nous inspirer pour penser cette limite entre... Oui, alors, donc au fond, l'évocation de ce qui est dit dans cette table ronde, moi, me fait un peu penser au fait que quand on veut faire du progrès génétique, par exemple, on a des objectifs. Et puis parfois, il y a des objectifs qui sont poussés un petit peu trop loin, et ça nous amène à comprendre les compromis fonctionnels, parce qu'au fond, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc il faut être vraiment bien approfondir, au fond, quels sont les changements auxquels on aspire, de manière à voir, au fond, quelles conséquences ça peut avoir sur d'autres fonctions ou sur d'autres performances. Et en fait, la notion de performance, elle doit être accompagnée, en tout cas dans notre domaine, de tout ce qui est capacité d'adaptation, fonctions cognitives, comportements sociaux. En fait, ce qui me fait rebondir sur ce qui est dit là, c'est en fait les médecins, ils soignent, ils font de la prévention, ils soignent des gens qui sont malades. Et en fait, quand on va parler d'augmentation, on va parler à des gens pour qui tout va bien. Et un jour, cette personne-là va se dire: écoutez, moi, j'aimerais bien acquérir des nouvelles fonctions, parce qu'au fond, je ne cours pas assez vite, je ne pense pas suffisamment loin, je veux pouvoir respirer mieux sous l'eau, voilà, des choses comme ça. Alors après, on va se dire, bon, au fond, est-ce que ce sont des médecins qui vont s'adresser à ces gens-là, qui ne sont pas des malades, qui veulent juste acquérir des fonctions nouvelles, de manière pertinente, appropriée, ça, je ne me mets pas sur ce terrain-là, mais au fond, derrière, il y a de l'ergonomie, derrière, il y a de la technologie. Donc au fond, est-ce que tous les possibles technologiques vont conduire à des tests et puis chacun va essayer quelque chose en se disant je ne sais pas à quoi ça va me servir, mais au fond, pourquoi pas essayer? Et puis au fond, d'autres qui se disent moi j'ai un véritable objectif de changement de capacité, et à qui je vais m'adresser dans, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que ça sera quelqu'un d'un autre métier? Scientifique augmenteur. Ouais. Un scientifique augmenteur, un ergonome encadré au plan législatif. Et ça fait appel, au fond, à l'interdisciplinarité dont il a été question tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'on n'invente pas des nouveaux métiers? Pour être concret, parce que finalement, ce sujet de moi, je veux m'augmenter, avoir une capacité en plus, c'est quelque chose que vous gérez déjà dans le domaine animal. Hein, quand vous faites des croisements entre... alors, sur quelque chose de complètement différent, on est bien d'accord, mais comment vous gérez cette question de la limite, en fait? Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Qu'est-ce que vous choisissez de ne pas faire? Alors, l'histoire nous a montré qu'il y a des choses qu'on n'a pas très bien choisies, c'est-à-dire qu'il y a eu des énormes efforts qui ont été faits sur de la productivité, on s'est rendu compte qu'on avait réduit un petit peu la diversité génétique, donc maintenant on est à redéployer de la diversité génétique, rentrer des nouveaux objectifs de sélection sur l'adaptation au changement climatique, la réduction des gaz à effet de serre, l'efficience alimentaire. Donc vous voyez, en fait, on a fait des progrès géants en termes de rendement, et maintenant on est obligé de les associer à des compromis fonctionnels que l'on comprend mieux, et on est obligé de diversifier nos objectifs pour aller vers un progrès qui soit compatible, je dirais, avec la durabilité. On revient un tout petit peu en arrière pour reprendre peut-être des objectifs un peu plus larges, quoi. Voilà, absolument. Bon, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Je crois que cette table ronde est finie, mais pas le débat. Hein. On aura bien l'occasion d'en entendre parler et puis peut-être de prendre part, ce qui, je pense, être un élément important. Merci à tous et puis on va laisser la place à notre ministre.